La politique d'Aristote, livre 7e, chapitre 1, sommaire, des conséquences qui découlent du principe de la démocratie. Application plus ou moins complète qu'on en peut faire, caractère de la démocratie, la liberté, qui a pour conséquence l'alternative du pouvoir et l'indépendance absolue des actions individuelles. Organisation spéciale du pouvoir dans la démocratie. L'Assemblée générale, le Sénat. Rétribution des fonctionnaires, de l'égalité démocratique. Nous avons donc énuméré tous les aspects divers sous lesquels se présentent dans l'État l'Assemblée délibérante ou le souverain, les magistratures et les tribunaux. Nous avons montré comment l'organisation de ces éléments se modifie avec les principes mêmes de la Constitution. De plus, nous avons traité antérieurement de la chute et de la stabilité des gouvernements, et nous avons dit quelles sont les causes qui amènent l'une et assurent l'autre. Mais comme nous avons reconnu plusieurs nuances dans la démocratie et dans les autres gouvernements politiques, nous croyons utile de relever tout ce que nous pouvons avoir laissé de côté et de déterminer pour chacun d'eux le mode d'organisation qui lui est spécial et le plus avantageux. Nous examinerons en outre toutes les combinaisons que peuvent former en se mêlant les divers systèmes dont nous avons parlé. Réunis entre eux, ils peuvent altérer le principe fondamental du gouvernement et rendre par exemple l'aristocratie oligarchique ou pousser les républiques à la démagogie. Par ces combinaisons mi-parties que je me propose d'examiner ici et qui n'ont point encore été étudiées, voici ce que j'entends. L'Assemblée générale et l'élection des magistrats étant dans le système oligarchique, l'organisation judiciaire peut être aristocratique, ou bien les tribunaux et l'Assemblée générale étant organisés oligarchiquement, l'élection des magistrats peut l'être d'une manière toute aristocratique. On pourrait supposer, si l'on veut, tel autre mode de combinaison, pourvu que les parties essentielles du gouvernement ne soient point constituées dans un système unique. Nous avons dit également à quels États la démocratie convient, quel peuple peut supporter les institutions oligarchiques et quels sont, suivant les cas, les avantages des autres systèmes. Mais il ne suffit pas de savoir quel est le système que, selon les circonstances, il convient de préférer pour les États. Ce qu'il faut surtout connaître, c'est le moyen d'établir ce gouvernement-là ou tel autre. Examinons rapidement cette question. Parlons d'abord de la démocratie. Ces explications suffiront pour faire bien comprendre la forme politique diamétralement opposée à celle-là et qu'on appelle vulgairement l'oligarchie. Nous n'omettrons dans cette recherche aucun des principes démocratiques ni aucune des conséquences qui paraissent en découler, car c'est de leur combinaison que résultent les nuances de la démocratie, si nombreuses et si diverses. J'assigne deux causes à ces variétés de la démocratie. La première, et je l'ai dit, c'est la variété même des classes qui la composent, ici des laboureurs, là des artisans, ailleurs des mercenaires. La combinaison du premier de ces éléments avec le second, ou du troisième avec les deux autres, forme non pas seulement une démocratie plus ou moins bonne, mais essentiellement différente. Quant à la seconde cause, la voici. Les institutions qui dérivent du principe démocratique et qui en paraissent une conséquence toute spéciale changent complètement, par leurs combinaisons diverses, la nature des démocraties. Ces institutions peuvent être moins nombreuses dans tel État, plus nombreuses dans tel autre, ou enfin se trouver toutes réunies dans un troisième. Il importe de les connaître toutes sans exception, soit que l'on ait à établir une constitution nouvelle, soit qu'on doive en réformer une ancienne. Les fondateurs d'États cherchent à grouper autour de leur principe général tous les principes spéciaux qui en dépendent. Mais ils se trompent dans l'application, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en traitant de la ruine et du salut des États. Exposons maintenant les bases sur lesquelles s'appuient les divers systèmes, les caractères qu'ils présentent ordinairement et enfin le but qu'ils se proposent.
Le principe du gouvernement démocratique, c'est la liberté. On croirait presque à entendre répéter cet axiome qu'on ne peut même pas trouver de liberté ailleurs, car la liberté, dit-on, est le but constant de toute démocratie. Le premier caractère de la liberté, c'est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Dans la démocratie, le droit politique est l'égalité, non pas d'après le mérite, mais suivant le nombre. Cette base du droit une fois posée, il s'ensuit que la foule doit être nécessairement souveraine et que les décisions de la majorité doivent être la loi dernière, la justice absolue, car on part de ce principe que tous les citoyens doivent être égaux. Aussi, dans la démocratie, les pauvres sont-ils souverains à l'exclusion des riches, parce qu'ils sont les plus nombreux, et que l'avis de la majorité fait loi. Voilà donc un des caractères distinctifs de la liberté, et les partisans de la démocratie ne manquent pas d'en faire une condition indispensable de l'État. Son second caractère, c'est la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui plaît. C'est là, dit-on, le propre de la liberté, comme c'est le propre de l'esclavage de n'avoir pas de libre arbitre. Tel est le second caractère de la liberté démocratique. Il en résulte que, dans la démocratie, le citoyen n'est tenu d'obéir à qui que ce soit, ou s'il obéit, c'est à la condition de commander à son tour, et voilà comment, dans ce système, on ajoute encore à la liberté, qui vient de l'égalité. Le pouvoir dans la démocratie étant soumis à ses nécessités, voici les seules combinaisons qu'il peut recevoir. Tous les citoyens doivent être électeurs et éligibles. Tous doivent commander à chacun et chacun à tous alternativement. Toutes les charges doivent y être données au sort, ou du moins toutes celles qui n'exigent ni expérience ni talent spécial. Il ne doit y avoir aucune condition de sens, ou s'il y en a, il doit être minime. Nul ne doit exercer 2 fois la même charge, ou du moins fort rarement, et seulement pour les moins importantes, excepté toutefois les fonctions militaires. Les emplois doivent être de courte durée, sinon tous, du moins tous ceux qui peuvent être soumis à cette condition. Tous les citoyens doivent être juges dans toutes les affaires, ou du moins dans presque toutes, dans les plus intéressantes, les plus graves, telles que les comptes de l'État et les objets purement politiques, et enfin dans les conventions particulières. L'Assemblée générale doit être souveraine sur toutes les matières, ou du moins sur les principales, et l'on doit ôter tout pouvoir aux magistratures secondaires, ou ne leur en laisser que sur des objets insignifiants. Un Sénat est une institution très démocratique, là où l'universalité des citoyens ne peut recevoir du trésor public une indemnité de présence aux assemblées, mais là où le salaire existe, le pouvoir du Sénat est bientôt annulé. Le peuple, riche de son salaire légal, évoque bientôt tout à lui, comme je l'ai dit, dans la partie de ce traité qui précède immédiatement celle-ci. Mais il faut avant tout faire en sorte que tous les emplois soient rétribués. Assemblée générale, tribunaux, magistratures inférieures, ou du moins, il faut rétribuer ceux des magistrats, des juges, des sénateurs, des membres de l'Assemblée et des fonctionnaires qui sont tenus de prendre leur repas en commun. Si les caractères de l'oligarchie sont la naissance, la richesse, l'instruction, ceux de la démocratie seront la roture, la pauvreté, l'exercice d'un métier. Il faut bien se garder de créer aucune fonction à vie. Et si quelque magistrature ancienne a sauvé ce privilège de la révolution démocratique, il faut en limiter les pouvoirs et la remettre au sort au lieu de la laisser à l'élection. Telles sont les institutions communes à toutes les démocraties. Elles découlent directement du principe qu'on proclame démocratique, c'est-à-dire de l'égalité parfaite de tous les citoyens, n'ayant de différence entre eux que celle du nombre, condition qui paraît être essentielle à la démocratie et que chérit la foule. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient dans la proportion même de leur nombre.
on ne trouve pas de moyen plus efficace de garantir à l'État l'égalité et la liberté. Ici, on peut se demander encore quelle sera cette égalité. Faut-il répartir les citoyens de manière que le sens possédé par 1000 d'entre eux soit égal au sens possédé par 500 autres, et accorder alors à la masse des premiers autant de droits qu'aux seconds? Ou bien, si l'on proscrit cette espèce d'égalité, doit-on prendre parmi les 500 d'une part et parmi les 1000 de l'autre un nombre pareil de citoyens également investis du droit d'élire les magistrats et d'assister aux tribunaux? Est-ce là le système le plus équitable selon le droit démocratique? Ou bien faut-il donner la préférence à celui qui ne tient absolument compte que du nombre? À entendre les partisans de la démocratie, la justice est uniquement dans la décision de la majorité. À en croire les partisans de l'oligarchie, la justice est la décision des riches, car à leurs yeux, la richesse est la seule base raisonnable en politique. De part et d'autre, je vois toujours inégalité, injustice. Les principes oligarchiques mènent droit à la tyrannie, car si un individu est plus riche à lui seul que tous les autres riches ensemble, il faut, en suivant les maximes du droit oligarchique, que cet individu soit souverain, car il a seul vraiment le droit de l'être. Les principes démocratiques mènent directement à l'injustice, car la majorité, souveraine par son nombre, se partagera bientôt les biens des riches, ainsi que je l'ai déjà dit. Pour trouver une égalité que chaque parti puisse admettre, il faut la chercher dans le principe même que tous deux donnent à leurs droits politiques. Ainsi, des deux côtés, on soutient que la volonté de la majorité doit être souveraine. J'admets donc ce principe, mais je le limite. L'État se compose de deux parties, les riches et les pauvres, que la décision des uns et des autres, c'est-à-dire de leur double majorité, fasse loi. S'il y a dissentiment, que ce soit l'avis des plus nombreux et de ceux dont le sens est le plus considérable qui l'emporte. Supposons 10 riches et 20 pauvres, 6 riches pensent d'une façon, 15 pauvres pensent d'une autre. Les 4 riches restants se joignent aux 15 pauvres, ces 5 pauvres restants se joignent aux 6 riches. Je demande que cela l'emporte, quel qu'il soit, dont le sens cumulé de part et d'autre sera le plus considérable. Si le sens est égal des deux côtés, le cas n'est pas plus embarrassant que ne l'est aujourd'hui un partage de vote dans l'assemblée publique ou au tribunal. On laisse alors prononcer le sort, où l'on a recours à tout autre expédient du même genre. Quelle que soit d'ailleurs la difficulté d'arriver au vrai, en fait d'égalité et de justice, on y aura toujours moins de peine que d'arrêter par la persuasion des gens assez forts pour satisfaire leurs avides désirs. La faiblesse réclame toujours égalité et justice, la force ne s'en inquiète en rien.